Bonjour Prince Murat. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes le descendant du roi de Naples et maréchal d'Empire Joachim Murat. Vous êtes également ancien de l'armée. Aujourd'hui, vous êtes également candidat aux élections européennes sur la liste de Georges Kuzmanovic, la liste Nous le peuple. Alors, traditionnellement, on commence ces entretiens par une citation. Celle-ci est de Jean Jaurès. Messieurs, oui, nous avons nous aussi le culte du passé. Ce n'est pas en vain que tous les foyers des générations humaines ont flambé, ont rayonné, mais c'est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux. Nous en avons pris la flamme, vous n'en avez gardé que la cendre. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, là, pour le coup, elle est vraiment très très belle, cette citation. Ça me fait penser à une autre citation de Victor Hugo sur les héritiers. Et elle m'évoque une chose, c'est que c'est exactement ça, le principe de la nation et le principe du peuple et le principe même de l'identité. L'identité qui est un mot qui est devenu très galvaudé. L'identité, c'est ce dont on hérite, mais qui n'est pas nous. Et qu'on incorpore, c'est-à-dire que c'est la beauté d'une identité à la française, c'est la beauté d'une identité à la française où on peut choisir cet héritage, mais à partir du moment où on l'intègre. Et donc vous pouvez être français depuis le Crétacé et décider de ne pas intégrer cet héritage. Et dans ces cas-là, vous finissez avec les cheveux bleus, un drapeau tricolore, mais il ne sera pas bleu, blanc, rouge, en train d'emmerder tout le monde à Sciences Po. Et là, on ne s'attend pas à ce que vous soyez prêt à défendre tellement la patrie. Et au contraire, vous pouvez ne pas du tout être d'origine française ou même européenne et intégrer complètement cet héritage et faire preuve d'un travail remarquable pour le rayonnement et la réussite de ce pays. Vous avez des centaines d'exemples qu'on ne met jamais en avant. Mais bien évidemment, tout le monde pense à Sonia Mabrouk, tout le monde pense à Driss Ghali, tout le monde pense alors Kamel Daoud n'est pas français, mais tout le monde pense qui sont des vrais patriotes français. Tout le monde pense à Bassem, il y a un YouTuber absolument étonnant qui est pompier et qui fait du débunkage en permanence de représentants dits de la diversité. Et lui-même est, je crois, d'origine algérienne. Et il est bluffant le champion de boxe. C'est d'origine, je sais plus de quelle origine il est. Mec, c'est 4 fois Teddy Riner. Je veux dire, physiquement, mince. Patrice Carteron. Patrice Carteron. Il est génial. Bon, ben voilà. Bon, évidemment, ça sont des Français. Et c'est exactement ce que dit Jaurès. Et parce que qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Et là, je reprends les mots de Pierre-Yves Rougeron. Une nation, c'est les morts, les vivants et les ancêtres. C'est ça, une nation. Donc, ça veut dire que les vivants qui ont la chance d'être en vie dans cette nation sont les héritiers des morts et doivent prendre cet héritage, tout cet héritage, l'assumer chacun comme ils peuvent, mais il faut un récit collectif, il faut un inconscient collectif, et garder en tête qu'il y a les ancêtres, ceux qui vont venir. Donc, c'est la particularité de la génération dite des boomers, c'est que manifestement, les ancêtres, ça les a pas beaucoup concernés, et les morts, manifestement, le poids était trop lourd, pauvre petit boomer. Et c'est très contre-intuitif parce que alors évidemment, généraliser, c'est très dangereux, mais aujourd'hui, les boomers sont des gens qui ont l'âge de Daniel Cohn-Bendit. Donc, vous les voyez, vous les respectez parce qu'ils sont âgés. Mais en fait, dans leur tête, ils sont restés, ça reste un peu des 68ards, des constructeurs narcissiques, égoïstes, égocentriques, et c'est eux qui votent. Donc ça pose. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser. Le boomer parisien de Saint-Michel des années 60-70 au boomer qui a été gardien de la paix ou professeur ou préfet ou agriculteur ou employé de société privée dans les provinces françaises. Là, je parle pour moi, étant parisien, ce qui m'étonne beaucoup, c'est le comportement de ces personnes âgées dans le métro, dans le truc des Parisiens qui sont absolument... Enfin, on sent très bien que c'est des boomers, quoi. Et enfin voilà, donc oui, je pense qu'une nation, c'est ça. C'est les morts, les vivants et les ancêtres, et c'est ce que rappelle Jean Jaurès. Alors, dans le dernier entretien que vous avez fait pour Livre Noir, c'était il y a 3 ans, un des tout premiers de notre chaîne, vous expliquez que Napoléon avait fait vivre à la France une épopée, et que le pays tout entier avait été emmené justement dans cette épopée. Aujourd'hui, on a l'impression que la France, elle est, j'ai envie de dire, affamée, humiliée, outragée, qu'elle est même remplacée aussi.
Est-ce que c'est encore possible de lui faire vivre une épopée, selon vous? L'épopée. Alors, juste avant, d'ailleurs, je voulais dire que je suis très content d'être de retour dans le livre, dans le siège rouge de Livre Noir, parce qu'effectivement, on s'était vu il y a 3 ans. J'étais venu chez vous parce que vous m'aviez invité pour les bicentenaires en 2021. Vous avez été la première chaîne à m'inviter pour discuter des bicentenaires napoléoniens en 2021. Alors non, sur comment est-ce qu'on fait pour redonner du souffle à tout ça, parce que c'est comme ça qu'on aujourd'hui, si vous voulez, si c'est totalement atomisé, et si tout le monde se dit bon, les élections, de toutes les façons, je m'en fous, qu'est-ce que ça change que je vote à droite, gauche, changera rien du tout dans mon quotidien. Puis moi, mon voisin, maintenant, je m'en contre-tape, c'est plus mon problème. Il n'y a plus de sentiment de cohésion nationale. Parce que tout ce qui fait lien et tout ce qui fait cohésion nationale a été méthodiquement et patiemment déconstruit, que ce soit le bar PMU, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les fêtes municipales, que ce soit les crèches, que ce soit... Tout a été petit à petit démonté et on a vraiment... alors quand je dis on est un con et qui n'a que le matricule de celui qu'on lui a... Mais bon, c'est un mouvement complet occidental, vraiment. C'est pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas des vilains satanistes réunis dans des caves avec des chapeaux pointus sur le tutu qui décident de tout ça. Hein. C'est vraiment le mouvement s'est fait comme ça à partir des années 70 vers une atomisation de la société. On met les vieux dans des maisons, enfin dans des mouroirs, hein, dans les EHPAD, c'est un scandale. On éclate la cellule familiale et la structure, la méga structure, comme disait Serge Latouche, le sociologue Serge Latouche, a fait ça. Et on se retrouve tous comme des abrutis à avoir peur de perdre notre boulot. Et pour se détendre, à regarder la télé, on joue des trucs de plus en plus débiles. Et donc, elle s'en fout complètement de son voisin. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de projet collectif. Et on n'a plus du tout de sentiment de solidarité vis-à-vis de son compatriote. Et contrairement à des pays comme le Japon, contrairement à des pays comme les États-Unis, bon, c'est peut-être pas le bon exemple en ce moment, les États-Unis, mais vous avez des pays comme le Japon, par exemple, où il y a un sentiment de patriotisme et de concitoyenneté qui est très, 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 très fort. Pas du tout en France. Il a été détruit, cassé, démantelé. Et je veux dire que des initiatives comme d'emballer l'Arc de Triomphe ou de confier la flamme olympique à des personnes qui ne sont, à mon avis, pas les plus représentatives de la population française dans toute sa diversité. Je ne suis pas certain que les porteurs de flammes olympiques, les Français d'origine extra-européenne, se soient sentis tellement représentés. Et donc il y a quand même aussi une volonté un peu de continuer à humilier ce peuple, à le déconstruire malgré lui. Ça marche. Résultat, on vote plus. Ce qui est un succès total, parce que le moins vous votez, le plus les personnes qui vont vraiment pas œuvrer à la grandeur et à la puissance de la France seront aux commandes. Donc là, depuis maintenant plusieurs décennies, on a tout de même au pouvoir, aux portes du pouvoir, autour du pouvoir, que ce soit au-dessus, en dessous, que ce soit la haute fonction publique et le monde économique, Arnaud Montebourg le dit très bien, pour trahir un pays, il ne suffit pas d'être politique, il faut des économiques aussi. Et donc les grands patrons de certaines sociétés françaises ont lamentablement trahi. Arnaud Montebourg le démontre sur la vente d'Alstom, la vente de la destruction de Technip, d'Alcatel, de Morpho, de Lafarge. Enfin, il y a énormément de cas d'immenses champions internationaux et mondiaux qui ont été bradés par complicité ou démission politique. Évidemment, prédation anglo-saxonne, c'est systématiquement américain, et trahison et complicité de l'actionnariat et de l'exécutif de ces sociétés. Ça n'arriverait pas sans l'exécutif de société. Donc d'ailleurs, Arnaud Montebourg expliquait clairement qu'un monsieur Cron à la tête d'Alstom, ça coûte 13 millions d'euros. Donc la trahison d'un Cron, ça c'est pas moi, c'est Montebourg à la commission parlementaire sur l'affaire Alstom. C'est vrai que c'est pas cher, 13 millions d'euros pour trahir la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous craignez rien quand vous trahissez la France. Vous avez plein de pays dans lesquels les gens trahissent leur pays. C'est comme ça, pour des questions d'intérêt pécuniaire. Mais ils trahissent pour beaucoup, beaucoup plus cher. Parce que s'ils sont pris comme traîtres, c'est pas juste pan sur la main. Je pense que M. Cron n'a même pas pris un pan sur la main. Je pense que personne... Il doit être un peu embêté, par exemple, de voir qu'on se moque un peu de lui dans les journaux ou qu'on le pointe du doigt. Mais je suis sûr qu'il continue à faire des conférences et qu'il continue à siéger dans plein de comités de direction. Et il n'a aucun problème. Donc oui, 13 millions, c'est plutôt, finalement, après tout, je pense qu'il n'aurait pas pu obtenir plus. En Chine, je pense que vous êtes payé beaucoup, beaucoup plus cher pour trahir votre pays, parce que si vous êtes chopé, c'est au bout d'une corde que vous finissez. Alors ça, c'est une lente dégradation qui a lieu depuis De Gaulle, en tous les cas, puisque à l'époque de De Gaulle, aucun grand patron n'aurait
familiales ou pas familiales, hein, vous avez des entreprises familiales, des entreprises qui sont d'actionnariat, n'auraient même envisagé une action qui aurait pu être considérée comme n'allant pas dans les intérêts de la nation française et de l'économie française, non pas parce qu'il était patriote du fond du cœur, mais parce que sinon la sanction était vraiment, vraiment très dure. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanctions, on applaudit, on dit merci, on se distribue des actions et on paye McKinsey pour vous faire une communication de crise. Formidable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se relever de tout ça, de cet effondrement dans les domaines éducatifs, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'identité, dans les domaines de la cohésion nationale, parce que tout ça a détruit la cohésion nationale. Il faut un projet qui... Moi, j'ai la chance d'être l'héritier d'une tradition et d'un courant politique qui est vraiment la plus belle illustration de comment est-ce qu'on fait pour réunir un pays et reconstruire un pays dans un état de crise absolue. Puisque là, il s'agissait de Napoléon Bonaparte, premier consul, au moment où la France est dans un état de guerre civile, qui est attaqué à toutes ses frontières et où les Français s'entretuent. Donc on ne peut pas faire mieux. Là, c'est un truc. Là, on n'en est pas encore à s'entretuer. Ça va peut-être finir par arriver, mais on n'en est pas encore là. Et là, vraiment, on est au summum de l'enfer en France à ce moment-là. Et en 3 ans, Napoléon Bonaparte réconcilie tous les Français et reconstruit complètement ce pays. Donc en fait, la reconstruction d'un pays, ça peut se faire très vite. En France, ça peut se faire très vite. Et reconstruit complètement. Donc De Gaulle le fait avec le Conseil national de la résistance en quelques années aussi, en 1945. Donc tout peut se faire très vite. Et à partir du moment où on arrive à insuffler une volonté à tous les habitants de ce beau pays de participer ensemble à une reconstruction. Et pour ça, il faut des projets communs. Alors évidemment, avec Napoléon, il y avait la défense du territoire, la reconstruction des institutions, le rétablissement de l'ordre. Aujourd'hui, on a le rétablissement de l'ordre. Si vous voulez un projet qui va fédérer tous les Français derrière vous, absolument tous les Français, c'est rétablir l'ordre sur tout le territoire, absolument tout le territoire, incluant Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Donc et là, pour des raisons qui semblent difficilement explicables, alors qu'on a les moyens, on a la volonté, on a le soutien de la totalité de la population. Je pense qu'on doit être à 70% de Français qui sont d'accord pour qu'on arrête cette chienlit, que ce soit les quartiers nord de Marseille, Mayotte ou les points de deal, même à Dijon. Enfin, je veux dire, on a une criminalité organisée qui devient délirante, on a un entrisme musulman contre lequel... islamiste, pardon, parce qu'il ne faut surtout pas mélanger musulman et islamiste. Donc, il y a un entrisme islamiste extrêmement dangereux en France. Vous avez fait un très bon reportage là-dessus dans vos magazines Livre Noir. Marianne vient de sortir à nouveau une enquête là-dessus. Il n'y a aucune réaction. Vous avez même une journaliste du Monde, Le Monde quand même. Donc là, on peut tout de même pas parler d'identitaire néofascisant hystérique. Une journaliste du Monde qui a fait un livre, Le maire et les barbares, pour pointer du doigt la folie furieuse dans laquelle on est en train de s'engager. Absolument aucune réaction. Ça, c'est pour l'entrisme frériste, musulman, islamiste, islam politique, qui petit à petit prend pied dans la politique locale avec la complicité de tous les politiques, de gauche comme de droite. Parce que bien sûr le PC, bien sûr PS, bien sûr NUPES, mais LR, UDI, machin, font aussi des petits accords de compromission avec les associations de grands frères, pour se garantir une élection dans un conseil municipal, un conseil régional. C'est absolument honteux. Il faut lutter contre ça, parce que c'est un acide qui érode évidemment la cohésion nationale, et qui est un danger très très sérieux pour l'ensemble du territoire. Bon, ça n'en doute pas, le narcotrafic est un danger très très sérieux. Donc le rétablissement de l'ordre et le rétablissement de l'autorité, voilà un sujet qui pourrait fédérer. Vous avez un autre sujet qui peut fédérer, c'est la France a le plus grand territoire maritime mondial. C'est pas le deuxième, tout le monde dit que c'est le deuxième territoire maritime mondial. Depuis les accords transplaques, je crois que c'est 2017 de l'ONU, où ils ont recalculé les plaques océaniques, la France a le premier domaine maritime mondial. Et sous-maritime mondial aussi. Il faut voir que les fonds marins, on en a exploré que 10%. La biodiversité maritime, les ressources halieutiques, donc les ressources issues de la mer et des océans, on en a étudié et exploité que 10% également. Vous vous rendez compte du potentiel de découverte et de croissance que ça représente. Donc on serait bien inspiré en France, avec un domaine maritime pareil, d'axer quand même
une grosse partie d'une forme de planification, il faut un retour à une forme de planification, c'est pas possible autrement, vers les innovations qui se baseraient sur cette incroyable capacité halieutique. Il y a un autre domaine qui pourrait et en plus, vous pouvez embarquer tout le monde là-dessus, parce que c'est de la recherche scientifique, c'est de l'écologie, c'est des alternatives énergétiques, c'est transformer la France en Arabie Saoudite à nouveau. Alors, on était l'Arabie Saoudite de l'électricité, mais grâce aux Russes, aux Allemands et aux complicités de nos politiques français, le parc nucléaire français a été démonté, puisque vous savez que c'est le KGB qui a manipulé les gruneux allemands pour favoriser la destruction du nucléaire français, avec beaucoup, beaucoup de succès. Donc, un grand merci à Madame Dominique Voynet, je crois, qui avouait elle-même comment elle a manipulé, je crois que c'était François Hollande à l'époque, lors d'un conseil, lors d'une négociation européenne, pour être sûr que le parc nucléaire français soit démonté. Bravo Dominique, vraiment. Très bien joué. On attend. Enfin bref, moi je comprends pas. Un tel aveu public en plus. La nana avoue publiquement qu'elle a trahi son mandat, elle a trahi les intérêts du pays, et elle se marre. Et elle en est fière. Elle continue à voter écolo, les gars. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et donc ce domaine maritime est puis ça fait rêver, c'est le grand large. Enfin, qu'est-ce que je vous dis, quand vous avez 18 ans aujourd'hui, si votre perspective c'est de devenir directeur marketing d'une marque de shampoing, ça fait rêver personne. Donc là, vous avez enfin quelque chose qui a de la gueule. Vous pouvez parler à l'exploration des fonds marins. C'est formidable, c'est fabuleux. Et c'est le retour à Surcouf, c'est le retour à la Royale, c'est le retour à tout ça. Et moi, je trouve ça très beau. Je pense que ça peut emporter plein de gens. La conquête spatiale, la France est un pays de l'espace, largement grâce à Giscard d'Estaing d'ailleurs. Ça, c'est une des choses qu'on lui doit. La conquête spatiale, c'est aussi un vrai sujet. Surtout qu'en plus, les Allemands sont en train d'abandonner Ariane. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Ariane Espace, les Allemands se barrent. Ils veulent le faire tout seuls comme des grands, avec l'aide américaine, bien sûr. Parce que l'Allemagne sans l'Amérique. Et donc, il y a toute une chose à reconstruire autour de l'espace. Et enfin, bien sûr, la francophonie. Je pense qu'on a un territoire francophone. La francophonie, si vous voulez, il y a un problème, c'est que les politiques français ont toujours eu peur d'adresser le sujet de la francophonie, parce qu'ils ont très peur d'être traités de néocoloniaux. Alors ça, c'est à nouveau en rapport avec la déséducation totale et des élites et de la population, parce que la francophonie, ça n'est pas une initiative française. L'Organisation internationale de la francophonie a été fondée par Léopold Sédar Senghor, par le prince Sihanouk du Cambodge, et la troisième personne. Donc c'était des pays non alignés qui cherchaient une façon de se regrouper pour exprimer leur non-alignement politique par rapport aux Américains et aux Russes. Et ils se sont dit, le français, on l'a en partage, et c'est donc pas du tout une initiative française. Et ce serait quand même une belle chose que la France... Alors la France est le premier contributeur financier à la francophonie, c'est normal, à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc elle y a un rôle, une influence importante, mais c'est pas du tout c'est pas le décisionnaire. Ce serait bien tout de même d'exploiter ce levier de développement et de puissance qu'est la francophonie, parce que là, à nouveau, c'est des terres d'aventure partout. Je veux dire, c'est le monde entier, la francophonie. C'est aussi bien la Suisse et la Belgique et le Luxembourg pour ceux qui sont un peu casaniers ou qui ont des envies de finance et de fromage et de montres de précision, que le Sénégal, les terres australes. Enfin, c'est formidable, la francophonie. Donc, je pense qu'il faut participer à développer ça. En plus, vous avez beaucoup de rapports, notamment, je crois que c'est le Conseil économique et social qui avait fait j'ai peut-être une bêtise à vérifier, qui a fait une analyse de quel levier de croissance représentait la francophonie pour les entreprises françaises. Pour vous donner une illustration, par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui vont s'installer au Québec avec la facilité de la francophonie parce que c'est une porte d'entrée pour le marché américain. Et inversement, des entreprises québécoises qui viennent s'installer parce que le fait de parler la même langue, ça facilite beaucoup les choses. Et on a des réflexes culturels qui sont les mêmes en fait. Et donc on se comprend aussi très bien dans la communication non verbale. Donc dans les affaires, c'est très important. Et dans le développement d'affaires, dans l'installation d'usines, dans l'ouverture de bureaux, dans la distribution de produits, c'est absolument essentiel de pas être lost in translation, de ne pas être perdu dans une traduction qui pourrait créer des doutes ou des malentendus. Donc cette étude démontrait que, alors d'abord, la francophonie en tant que territoire, ça c'est tous les pays de la francophonie, je crois que c'est 87 ou 88 pays, ils ont une croissance en moyenne de 7%.
Alors, évidemment, avec de grosses diversités, mais une croissance de 7%. C'est pas mal de s'atteler à cette croissance-là pour être un peu porté par eux. Et je crois que ça avait été évalué pour nous à pratiquement 2 à 3 points de PIB en plus si on exploitait mieux ça. Alors il y a un truc qui s'appelle le Forum français, le Forum des affaires francophones, je crois, un truc comme ça, ou le Forum français... Il y a un espèce de Davos francophone qu'il faut soutenir beaucoup plus. Enfin, voilà, donc la francophonie, le maritime, la francophonie, le rétablissement de l'ordre le spatial, de grands projets sur l'intelligence artificielle, par exemple, c'est des choses qui peuvent se faire sur toutes les innovations. Il faut, ça me paraît s'imposer, et c'est faisable. La France l'a déjà fait, la France sait le faire. Quand le Conseil national de la résistance de Gaulle et puis ensuite l'installation de la République, on fait une planification. La planification, le plan, c'est pas le plan à la cause, sauf cause communiste. Un plan, c'est de prévoir un développement industriel avec des visions sur 5, 10, 15 ans. Et on l'a fait. On a fait le plan maths, on a fait le plan télécom, on a fait le plan spatial, on a fait le plan TGV. On était la première nation de la technologie de communication pendant très très longtemps. Ensuite, on a eu l'idée géniale de défoncer Alcatel, de vendre les câbles d'Alcatel qui étaient... Enfin, c'est une honte. Alcatel aurait dû être le numéro 1 mondial de la téléphonie mobile. Ça a gentiment été foutu. Bon, évidemment, avec un Chourouk, c'était un peu compliqué. Et voilà, donc je pense qu'il faut redonner ce souffle. Et c'est faisable à partir du moment où on arrive à inciter nos entreprises à avoir une attitude plus patriote. Et dans le sens le plus positif du terme. Tous les pays du monde sont patriotes à part la France. On est les seuls à ne pas être patriotes parce que bouh, c'est horrible, le patriotisme, c'est sale. Donc ça, c'est l'héritage, vous savez, d'une culpabilisation qui date pas du tout de l'après-guerre. La culpabilisation a été fabriquée à partir des années 60-70, notamment avec les nouveaux philosophes. Le ventre est encore fécond, d'où peut sortir la bête immonde, machin, ça c'est Bernard-Henri Lévy, Laurent Geoffrin. C'est ce moment des années 60-70, les boomers à nouveau, qui ont transformé tous les Français en affreux collaborationnistes pétainistes. Et vous ajoutez à ça une petite dose de sel, de culpabilité très chrétienne et particulièrement catholique, et vous tenez sans arrêt dans l'inconscient collectif une capacité de vous tirer vers le bas. Donc ça, il faut se débarrasser de ça. On n'a pas du tout à se sentir coupable de quoi que ce soit. Ça, il faut vraiment, une bonne fois pour toutes, sortir ce débat de la table. La France n'a aucune raison de s'excuser, parce que tout ce pourquoi elle aurait dû s'excuser, elle l'a fait. Aucun autre pays du monde s'excuse. Je vois pas pourquoi on le ferait nous. Ça sort d'où ça? La France a une histoire qui, d'une façon générale, est absolument flamboyante. Il y a des zones d'ombre, mais les zones d'ombre. Bon, toute personne a des zones d'ombre dans sa vie, tout le monde fait des erreurs, et alors il faut la battre d'une balle dans la tête. Donc la France n'a qu'à s'enorgueillir de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a amené au monde. Et à nouveau, moi je vous en parle avec la légitimité de celui qui fait partie des héritiers de cette tradition qui justement consolide à la fois les attaques et les raisons d'espérer. Parce que Napoléon, affreux esclavagiste, Napoléon, abominable misogyne, Napoléon, assassin des Français et du peuple européen. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait ensemble. À l'époque, c'était pas vous, mais c'était qu'on avait fait avec votre collègue sur le bicentenaire napoléonien, où il y a toutes les réponses à ces attaques. Mais c'est également la période napoléonienne, la période du premier consul, la période où la France et les Français, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, mais c'est Portalis, c'est Chaptal, c'est les grands juristes de l'époque, qui vont consolider les acquis de la Révolution, c'est-à-dire des Lumières, les idées d'égalité face au droit, c'est-à-dire mettre fin à cette société de caste qui est européenne, mais particulièrement française, mais qui en fait est mondiale, quasiment dans le monde entier. Vous avez un système de caste, comme en Inde aujourd'hui. C'est-à-dire que votre naissance va déterminer votre vie. Vous êtes coincé vous êtes dans votre assignation à la naissance. Si vous n'êtes pas aristocrate, il y a des choses que vous n'arriverez jamais à atteindre. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas né avec une particule. Donc vous ne serez pas officier, vous n'aurez accès. Donc c'est une case de privilège de naissance. Donc comment casser ce système de privilège de naissance? La France surréagit par rapport à ça. Et les sans-culottes décapitent leur roi, s'entretuent entre eux, balancent la terreur, etc., etc. Il faut mettre un terme à tout ça. Mais il faut conserver ce souhait d'égalité, d'équité et d'égalité. Et ça va être consolidé dans le Code civil. Le Code civil qui ensuite va s'appeler le Code Napoléon et qui va redevenir ensuite le Code civil. Ce Code civil, il promeut une chose qui est toute bête, qui est l'égalité de tous face au droit, face à la loi.
Donc, que vous soyez, quel que soit votre genre, donc votre sexe, pour ceux et puis maintenant, c'est plus qu'il faut dire sexe, genre, bon, peu importe, que vous soyez homme, femme ou autre, choisissez votre camp. Quelle que soit votre orientation sexuelle, quel que soit votre milieu d'origine, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays d'origine, quelle que soit votre race, quel que soit votre... Parce qu'à l'époque, le mot race n'est pas teinté du sceau d'infamie qu'il a aujourd'hui. Le terme race, pendant très longtemps, n'a jamais... Enfin, était un terme parfaitement... je vous renvoie au dernier ouvrage, édité d'ailleurs par les éditions du Cercle Aristote, de Paolini, je crois, qui a fait sur la France, sexe, identité, race, une identité française, pourquoi est-ce qu'on l'attaque tout le temps, qui analyse très bien ce sujet. Le mot race est un mot qui, jusque dans les années 60, à nouveau, nos fichus boomers, posait aucun problème, tout le monde l'utilisait. Enfin, on parlait de race, voilà. Ça a été teinté ensuite de volonté eugéniste, nazifiante, etc., ce qui n'avait pas du tout dans les années 60. Bon, bref, en tous les cas, le Code civil apporte cette égalité de tous devant la loi. Donc, c'est une émancipation absolument incroyable, parce qu'avant, ça n'existait pas. Mondialement, ça n'existait pas. Il va le répandre dans 70 pays dans le monde. Donc, aujourd'hui, vous avez 70 pays dans le monde qui sont émancipés et libres depuis 2 siècles, grâce à la France et aux Français. Et on devrait avoir honte de ça. Mais ça n'a pas la tête. Les premiers à avoir aboli l'esclavage, c'est nous. Je vous signale qu'il y a encore plein de pays où l'esclavage n'est pas exactement aboli. Je pense à quelques pays du Golfe, quelques pays d'Afrique, où on ne peut pas dire que l'esclavage soit complètement aboli. Donc, en tous les cas, en pratique, il ne l'est pas. Donc, pourquoi il faudrait qu'on s'excuse de ça? La civilisation française et européenne a apporté des choses absolument fantastiques. Elle a été d'une violence, d'une dureté vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de l'extérieur, qui a été absolument impitoyable. Ça, on l'a reconnu, on le sait, et on en a largement tiré les conséquences et les leçons. Mais il faut arrêter de s'interdire des volontés de grandeur et de puissance quand on est français, parce que la grandeur et la puissance française n'est pas la grandeur et la puissance allemande. L'objectif pour nous, ça n'est pas d'envahir la Pologne et d'élargir l'espace vital. Donc on n'est pas comme ça quand on est français. Quand on est français, qu'on rêve puissance et gloire, on rêve Cyrano de Bergerac, on rêve mousquetaire. C'est pas du tout la même approche. Donc la France, tous ceux qui décident de s'accaparer l'héritage français doivent en être fiers, doivent en être contents. Ils ne doivent pas avoir peur d'être patriotes. Le terme patriote qui a été galvaudé par des partis d'extrême droite qui ont trop longtemps traîné au sol par des petites phrases idiotes, le drapeau et le sentiment patriote, par des maladresses verbales, honnêtement, volontaires et calculées pour se maintenir en vie et pour gratter des subventions. Je trouve ça assez indigne. Il faut en sortir de ça. Donc, moi, je suis d'accord avec un Arnaud Montebourg, je suis d'accord avec un Régis Debray, et là, je vous nomme des hommes de gauche qui sont des patriotes. Et je suis évidemment d'accord avec un Guillaume Bigot, je suis évidemment d'accord avec un Éric Nolot, je suis évidemment d'accord avec toute la galaxie de droite qui veut qu'elle soit alors là, franchement, de Éric Zemmour à Bruno Retailleau, Ciotti, qui veulent qu'on arrête de patauger dans la repentance pour enfin offrir un projet collectif. Voilà, et un projet collectif ne peut s'asseoir que sur une forme de patriotisme. Vous ne pouvez pas avoir de projet collectif sans une forme de fierté à appartenir à une communauté. Cette communauté, elle ne peut être que nationale. Si elle n'est pas nationale, elle va devenir dangereusement... ça peut devenir un ferment de violence. Si vous créez des multicommunautés, le multiculturalisme n'existe pas, ne fonctionne pas. Vous voyez l'ultra-violence dont sont victimes les Américains. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Canada et aux États-Unis et en Angleterre. C'est en train de se déliter complètement. Le multiculturalisme ne fonctionne pas. Il est dangereux. Et donc la communauté, ça doit être national. Chacun a ses propres particularités au sein de cette communauté nationale, mais c'est derrière un drapeau, derrière un truc. Et le fait d'avoir un drapeau et d'avoir une idée nationale, ça peut être un drapeau pour sauver la planète, ça peut être un drapeau pour découvrir des algues qui vont faire repousser les tympans pour les gens qui sont nés sans... J'en sais rien, ça peut être plein de choses. Ça peut être ça, le drapeau. Le drapeau, c'est pas forcément aller prendre une grenade à manche et la balancer sur son voisin alsacien. Donc, voilà, c'est une digression un peu longue, pardon. Alors, mais écoutez, au moins, votre réponse était exhaustive. Et avec sa fin, justement,
Je me demandais, vous parlez de la communauté nationale, est-ce qu'il n'y a pas aussi des communautés régionales qui existent? Ah oui, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. D'ailleurs, la France sait très bien équilibrer ça. Le gros danger, si vous voulez, c'est là, ça j'en veux beaucoup à l'Europe pour ça, enfin à l'Europe de Madame Ursula von der Leyen. Parce que quand on dit l'Europe de Maastricht, maintenant les gens apparemment comprennent plus ce que ça veut dire, mais disons l'Europe d'Ursula von der Leyen, c'est qu'ils souhaitent, eux, surfavoriser les identités régionales pour que ces identités régionales amènent à casser la nation pour qu'on fasse des grandes régions européennes. Et alors là, une fois que vous avez fait des grandes régions européennes, et il n'y a plus de nation française, il n'y a plus de nation italienne, il y a le Piémont, il y a la Savoie, il y a la Bretagne, il y a le machin, c'est des entités qui en tant que telles, ne pourront pas vivre sans subvention européenne et sans aide européenne. Donc là, ils tiennent tout. Vous êtes bagués, vous êtes sous perfusion, c'est bon, vous êtes aux mains de la technocratie gestionnaire européenne. Alors, bon, vous me faites une parfaite transition, étant donné que je voulais parler d'Europe, ensuite de l'Union européenne plus précisément. Vous êtes engagé sur la liste de Georges Kuzmanovic, Nous le peuple, pour ces élections européennes. Pourquoi? Quelle est la principale motivation qui vous a poussé à vous engager en politique pour la première fois? Alors, c'est pas le constat qu'on vient de faire, là, pendant peut-être un peu longtemps, je suis désolé, ce constat de délitement total de ce pays. C'est-à-dire qu'on en arrive à un tel point que là, maintenant, il faut inverser la tendance. Donc moi, je suis pas du tout décliniste. Je n'appartiens pas à cette analyse qui dit, foutu pour foutu, je vais plus voter, je fais plus rien, tant pis, de toute façon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à mettre de côté le plus possible d'argent pour prévoir une retraite que j'aurai jamais, parce que ces salauds sont en train de me la piquer, machin, etc., etc. Donc donc chacun pour soi et Dieu pour tous. J'appartiens pas du tout à ce sentiment-là. Moi, je pense qu'on peut reconstruire. Je le pense parce que je le sais, parce qu'on l'a déjà fait. Je dis à nouveau, le bonapartisme est une politique d'action, de reconstruction. Le gaullisme est un bonapartisme modernisé, c'est une politique d'action et de reconstruction. Je sais qu'on peut le faire. Et donc, la nature de mon engagement, c'est que là, on est arrivé à un point tellement grave. On est arrivé à un point ultra limite, notamment avec l'Europe et la fédéralisation de l'Europe. Ça, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. On parle de fédéralisation clandestine, de fédéralisation cachée, de fédéralisation insipide, parce qu'elle se passe dans le dos des peuples. Depuis le début, en fait, depuis les débuts depuis les années 50, le début des années 60, et puis alors, ça s'est accéléré avec l'acte unique de Delors, dans le dos des peuples, et on est en train de démonter la souveraineté de chaque pays européen pour la faire monter à un niveau supranational, qui serait donc cette Commission européenne totalement antidémocratique, puisque personne n'a voté pour les commissaires européens, et sous prétexte que la présidente de la Commission ou le président de la Commission est élu par le Parlement européen, ça en ferait un organe démocratique. C'est complètement faux. C'est pas parce que des députés européens qui sont élus par leur population votent pour Ursula von der Leyen que Ursula von der Leyen a le moindre début de commencement de légitimité démocratique. Ça n'est pas vrai. Moi, je ne me sens pas du tout représenté par Ursula von der Leyen et je pense qu'on est très nombreux à ne pas se sentir représentés. Donc, cette fabrication exécutive des États-Unis d'Europe, qui vise à transformer la France, l'Italie, l'Espagne, etc., en Missouri, Canada, Caroline du Sud, ne convient pas. Pour vous interrompre, pardon, si vous voulez une anecdote à ce niveau-là, sachez que la liste de Matteo Renzi en Italie, donc allié d'Emmanuel Macron, est appelée États-Unis d'Europe. Ah voilà, États-Unis d'Europe. Mais c'est un terme alors en plus c'est très malhonnête intellectuellement parce qu'on va chercher Victor Hugo. Et Victor Hugo a parlé d'États-Unis d'Europe. Il a utilisé le terme d'États-Unis d'Europe. Donc là, si Victor Hugo l'a dit, là, encore mieux que De Gaulle, Victor Hugo. Mais sauf qu'on lit pas le truc dans son intégralité. Il parle des États-Unis d'Europe, oui, mais d'Europe des nations. Dès l'instant que la France est la nation la plus puissante d'Europe. Sinon, il n'en veut pas, les États-Unis d'Europe. Et les États-Unis d'Europe, au sens de De Gaulle, Victor Hugo, c'est une Europe des nations, au sens de De Gaulle, et c'est l'Europe des nations aussi, au sens de Napoléon III, d'ailleurs, qui avait la même vision. Qui est des coopérations européennes, évidemment, le truc de on est plus fort ensemble, bah oui, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, on le sait, ça. Donc, les types, espèce de crétin, tu veux sortir de l'Europe alors on peut pas se battre tous. Mais personne n'a dit le contraire. Mais depuis quand il a fallu attendre l'Europe pour être capable de faire des coopérations avec d'autres États, de faire des alliances avec d'autres États? On savait pas faire ça avant. De qui vous vous moquez? Les deux seules choses qui ont vraiment marché en Europe, les deux seules choses qui marchent absolument bien, c'est Erasmus et Airbus, qu'on nous balance à chaque fois. Pas de peau. Erasmus et Airbus, justement, ne sont pas issus de l'Union européenne. Elles ont été récupérées par l'Union européenne. Mais c'est issu par des coopérations interétatiques. Donc, qui prouvent qu'effectivement, l'Europe des nations marche très bien.
Elle a fait Erasmus et Airbus. Non, les choses qu'on doit à l'Europe, alors ça, j'aimerais qu'on me réponde, que les fédéralistes me disent, qu'est-ce que l'Europe a fait de tellement magnifique pour la prospérité et la paix du territoire européen? Parce que depuis qu'on est entré, depuis l'Union européenne et surtout depuis la création de l'euro, la prospérité européenne de tous les pays d'Europe, c'est effrayant, s'est effondrée. Mais effondrée. On est dans un appauvrissement accéléré. En termes de sécurité, c'est un désastre, aussi bien sécurité intérieure avec une politique hyper immigrationniste qui nous... Parce que alors là, oui, pardon, y a-t-il une relation entre insécurité et immigration incontrôlée? Évidemment. La moindre personne qui vous dit « Ah non, je crois pas », c'est plus du mensonge. C'est lamentable à ce niveau-là. C'est une évidence. Tout le monde est d'accord. Quand une immigration est incontrôlée et qu'ensuite il n'y a aucune autorité sur le sol des différents pays, en particulier en France, bien sûr qu'il y a un lien direct entre insécurité et immigration. Donc là, et tout ça dilue le lien social, dilue la prospérité, parce que c'est un rôle sur l'économie qui est extrêmement important, l'insécurité. Donc la fédéralisation, enfin l'Europe, va vers une démarche fédérale qui signe la mort de la nation française. Alors, je ne suis pas un vieux chauvin agrippé à mon drapeau, priant sous l'aigle impérial les mânes de l'empereur et de ses maréchaux et des soldats de la Grande Armée. Je suis simplement un réaliste. Il n'y a que la France qui permet de maintenir ce modèle de justice sociale à la française. Je ne veux pas vivre dans un pays à l'américaine, où il faut que moi et mes enfants, mes proches et mes parents payent leur couverture sociale, médicale, qui va leur coûter une fortune et ils finiront par mourir en très bonne santé dans la salle des urgences d'un hôpital qui pourra pas les recevoir. Je ne veux pas que mes caisses de retraite soient capitalisées type à l'américaine, où je vous rappelle qu'en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, je crois que c'est 200 000 Américains ont perdu leur retraite. Vous vous rendez compte? Donc il y a eu, je ne sais pas combien de suicides. Ça, c'est le modèle anglo-saxon que veut nous imposer l'Europe fédérale. Je ne veux pas que l'éducation nationale française soit dictée, et elle est dictée en ce moment, les programmes commencent à être dictés par l'Europe. C'est un truc qui est absolument abominable. Non, pardon, je veux qu'on apprenne Louis Guesclin, je veux qu'on apprenne Jeanne d'Arc, je veux qu'on apprenne Bonaparte, je veux qu'on apprenne aussi Toussaint Louverture, je veux qu'on apprenne Joséphine Baker, je veux qu'on apprenne comme ça. Je veux pas qu'on m'apprenne que l'Europe c'est la paix et que les anti-européens sont des poutinologues hystériques. Voilà. Et ça, la fédéralisation va détruire tout ça. Et en détruisant ça, on va accélérer, enfin, c'est pas qu'elle va détruire, elle est en train de le détruire. On accélère un phénomène qui est visible maintenant, c'est-à-dire que tout le monde peut le constater, il suffit d'avoir, comme dirait Stéphane Ravier, un nerf optique, la paupérisation. On entre dans une société de travailleurs pauvres. Ça, c'est la société américaine. Ils veulent fabriquer une société de travailleurs pauvres. Vous avez un salaire, mais vous n'avez pas les moyens de vous payer votre logement, de partir en vacances. Donc vous êtes payé, vous travaillez, donc c'est super, il n'y a pas de chômage, mais vous n'avez absolument pas les moyens de vivre décemment. Alors ça, c'est absolument... Mais c'est intolérable. Moi, dans le cadre de cette campagne européenne, je suis allé dans plusieurs endroits différents en France. J'étais notamment voir une exploitation laitière en Haute-Savoie, qui est entièrement en biologique, qui fait du super boulot en lait biologique. Et ces ventes de lait bio se sont effondrées. Parce qu'en fait, les gens n'achètent plus de bio. C'est-à-dire que même des bobos comme moi, parisiens, on n'achète plus de bio. Parce qu'on en est tellement à regarder ce que va nous coûter, ce que nous coûte notre loyer, ce que nous coûte l'électricité, ce que nous coûte l'essence, les déplacements, le stationnement, etc., que le bio, tant pis, quoi. Donc si le bio commence à tomber, c'est-à-dire que si les classes moyennes plus, qui sont les acheteurs logiques du bio, commencent à plus acheter, on a un vrai problème de paupérisation massif. Et ça, c'est en cours, c'est en accélération. Et ça, c'est... Alors, merci Union européenne, merci l'euro. Et vraiment, les liens de cause à effet sont extrêmement faciles à identifier. Merci, bien sûr, Bruno Le Maire, qui nous a fait un déficit dilaté comme jamais, pour reprendre ses propres mots. Et c'est quand même génial qu'on soit dans une France où ça fait 7 ans qu'on nous fait croire que Bruno Le Maire est ministre de l'économie. C'est magique. On nous a même fait croire que Marlène Schiappa était ministre. C'est extraordinaire. Comme quoi, ils peuvent nous faire avaler absolument n'importe quoi. Donc attention, le fédéralisme, ils sont en train de nous le faire avaler. Vous avez un Raphaël Glucksmann qui, avec beaucoup de talent, défend l'idée du fédéralisme en disant ensemble on est plus fort, il faut tout fédéraliser parce que comme ça on va lutter contre les produits chinois, En fait, pourquoi est-ce que l'Europe ne marche pas? C'est parce qu'il faut plus d'Europe. Ah bon? Ça fait 60 ans d'Europe et il
Il en faut encore plus parce que ça a tellement bien marché qu'en fait, il faut continuer. Vous savez, c'est la même théorie, c'est le même. Les vieux communistes accrochés à leur drapeau rouge et à leur chapka qui vous disaient non, vous critiquez le communisme partout, mais c'est parce qu'en fait, le vrai communisme n'a jamais été appliqué. Ce qu'il fallait, c'était plus de communisme. Après 120 millions de morts, il fallait plus de communisme pour voir si ça marchait bien. On a l'impression que c'est la même chose avec l'Europe. L'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, est un échec patent. C'est une évidence que c'est un échec. La construction européenne est une bonne idée. Cette construction-là est un échec. Et dire qu'il en faut plus dans ce sens-là pour que ça marche, pardon, ça me fait penser à ces vieux communistes qui me disent « il faut plus de communisme !» après 120 millions de morts. Évidemment. Et en plus, c'est très drôle, parce que là, je partage l'analyse de Pierre-Yves Rougeon à nouveau là-dessus, c'est je trouve que l'Europe ressemble de plus en plus à la Russie communiste. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie comme ça, avec des apparatchiks qui tiennent tout, et vous n'avez plus aucune possibilité démocratique d'intervenir là-dessus, et qui décide de loin, vous êtes le mal, vous êtes le bien, j'ai compris à votre place comment ça allait marcher. Bon. C'est extrêmement dangereux. Moi, je veux le retour à la souveraineté populaire au sein d'une construction européenne. C'est pour ça que j'ai rejoint la liste, la coalition Nous le Peuple avec République souveraine de Kuzmanović. On peut s'interroger comment ça se fait que le prince Joachim Murat, qui est gaulo-bonapartiste, qui appartient à l'Appel au Peuple, qui est un parti qui est plutôt un parti de droite, se soit mis avec Kuzmanović, qui est identifié comme étant Georges Kuzmanović comme un ancien proche de Mélenchon, donc forcément un affreux rouge avec le couteau entre les dents, prêt à pendre le dernier curé avec les tripes du dernier patron, tout simplement parce que ça, c'est une fabrication qui est faite de Georges Kuzmanović. Ça n'est pas le cas. Georges Kuzmanović est un néo-chevènementiste. Et moi, ça me va très bien. Chevènement, ça me va tout à fait. Moi, je suis pour cette belle gauche française, cette belle gauche patriote dont je vous parlais, les Montebourg, les Debré, les Michéa, les Onfray, les Nolot, les Natacha Polony, c'est une très belle gauche. C'est cette gauche-là que j'aime en France, une gauche patriote. Et c'est à laquelle se rattache très bien Georges Kuzmanović. Donc moi, ça, j'ai aucun problème à m'allier avec eux, à travailler avec eux. Et l'objectif étant à nouveau d'ouvrir les yeux de nos concitoyens et de leur dire « Arrêtez !» mais vraiment arrêter d'être dans la facilité du tout se pourrit, moi maintenant je vais faire autre chose. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je crois que je vais vous dire une bêtise, mais je ne sais plus est-ce que c'était Paul Valéry ou qui disait voilà la démocratie c'est le meilleur moyen de s'assurer que les gens ne se mêlent pas de ce qui les regarde. Et c'est peut-être pas Paul Valéry, je sais que c'était. Et mêlez-vous de ce qui vous regarde. À coup d'une Europe incompréhensible avec des traités, des bidules, c'est dans un sabir indéchiffrable. Donc ça emmerde tout le monde. Donc les Europes. Bon, il y a Asselineau qui s'en occupe. Le souverainisme, Asselineau va le faire. Et personne ne vote Asselineau. Et donc c'est débile. Donc on est dans une perte d'intérêt, ce qui fait qu'on a un taux d'abstention, on a un abstentionnisme qui à nouveau est un drame qui maintient au pouvoir une petite caste qui s'auto-attribue des pouvoirs et des prébendes, qui est prédateur. On est dans cette situation économique parce qu'on est aux mains de types qui, en fait, sont des incompétents. La prochaine étape, justement, dans la création de l'Europe fédérale, et ça, je vous recommande d'aller écouter les analyses de Tom Benoît là-dessus, c'est qui a fait un truc qui s'appelle Géostratégie Magazine, et qui a une chaîne, et qui intervient souvent sur TV5 Monde et sur d'autres, c'est un économiste, sur la future union l'union des marchés de capitaux, qui est présentée évidemment par Raphaël Glucksmann et par les tenants de l'Europe fédérale. Les tenants de l'Europe fédérale, c'est le Rassemblement national en fait partie. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire un Frexit, il y a un problème. Si vous n'êtes pas prêt à sortir de l'euro, ça va être difficile de lutter contre l'Europe fédérale. Donc ça, on va y venir. Mais les tenants de l'Europe fédérale veulent l'union des marchés de capitaux. L'union des marchés de capitaux, c'est la façon géniale qu'ils ont trouvée. Ils vous ont sorti Mario Draghi, ils vous ont sorti des gens comme ça pour vous porter un livret d'épargne européen. Génial. Les livrets d'épargne européens, ça c'est top. Parce qu'il y aurait 35 000 milliards d'épargne qui dort sur les comptes européens. C'est évidemment complètement faux, c'est un mensonge. Il n'y a pas 35 000 milliards d'épargne qui dort. L'épargne, si elle dort, c'est qu'elle est sur les comptes courants non rémunérés. Là, dans ces cas-là, elle dort, mais ce n'est pas le cas. L'épargne des Français, des Allemands, des machins, elle ne dort pas. Elle est placée, elle est bon. Donc c'est évidemment un mensonge, mais l'idée, c'est de la capter pour rembourser ces dettes abyssales qui ont été stupidement fabriquées par des incompétents. Donc je pense qu'il est difficile de qualifier les équipes de M. Le Maire d'autre chose que d'incompétents quand on arrive à 3 100 milliards d'euros de déficit, avec un creusement de 1 000 milliards simplement sous la de dette.
Vous avez dit de déficit, c'est de dette. De dette publique, avec une balance commerciale négative de, je crois que c'était 164 milliards l'année dernière, on va arriver à 200 milliards cette année. Et là, debout, bravo. Les mecs, pourquoi vous arrêteriez là ? Vous êtes très bons. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Parce qu'il faut plus de Bruno Le Maire. Ben, c'est la même logique qu'il y a derrière. Il faut plus d'Europe, il faut plus de communisme. Non, là, je crois qu'il faut arrêter, il faut changer. On peut le faire, on sait le faire. On l'a déjà fait. Ça ne se fait pas sans à-coups, ça ne se fait pas sans problème, mais ça se fait. Et ça peut se faire très vite. La France sait le faire très vite. Les Français savent le faire très vite. Et dans le cas de la fédéralisation, moi, je suis farouchement opposé. Nous, le peuple, on est farouchement opposé à la fédéralisation. Nous sommes souverainistes. Souverainiste, c'est un terme dont il faut trouver une alternative, parce qu'aujourd'hui, souverainiste, c'est soit associé, pour ceux qui s'y intéressent vraiment pas, à des monarchistes, c'est pas le cas du tout, hein, c'est parce qu'il y a le mot souverain dedans, évidemment, souverainiste non, c'est le retour de la souveraineté populaire, c'est que justement, on s'est débarrassé d'une souveraineté de légitimité divine pour la remplacer par une souveraineté de légitimité populaire. Pendant la Révolution française, on a coupé la tête d'un roi pour ça, quand même, pour que le pouvoir ne vienne plus de Dieu, mais qu'il vienne du peuple. Et maintenant, l'Europe est en train d'inverser la tendance. Le pouvoir ne vient plus du peuple, il vient de la technocratie, d'une oligarchie, d'une petite clique. Donc on est en train de revenir à un système totalement antidémocratique de légitimité quasi divine, en fait. Et c'est stupide. On s'est quand même pas tapé la Révolution française et 2 siècles d'émancipation pour revenir à un système complètement claquemuré où les puissants, le pouvoir et les décisions sont prises par des gens qui n'ont aucune légitimité populaire, de souveraineté populaire. La souveraineté ne peut être que populaire. C'est par le vote, c'est par le référendum ou c'est par les représentants. Ça, c'est l'article 1 de la Constitution de la Ve République. C'est quand même pas compliqué. Et moi, je veux le retour de ça, mais même au niveau européen. Ce que je veux, c'est que si jamais on fait une construction européenne, qu'elle respecte ça. Je ne veux pas de commissaire européen qui ne soit pas élu. Je ne veux pas d'une commissaire européenne qui ne soit pas élue. Je ne veux pas d'une commission européenne qui a tout pouvoir et c'est la Commission européenne qui propose les lois. Le Parlement européen n'est pas force de proposition de loi. Ça vient de la Commission européenne qui est aux mains de tous les lobbies, parce que c'est le territoire absolu des lobbies, puisqu'ils ont légalisé les lobbies au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est une invention anglo-saxonne, ça. Donc, les groupes d'influence ont tout pouvoir au niveau de la Commission européenne, et la corruption est absolument généralisée, que ce soit au sein des institutions, ou même que ce soit le Parlement, la Commission ou autre. Toutes les institutions européennes, on le sait, ça a été des enquêtes l'ont démontré, la corruption est généralisée. Les ingérences étrangères sont absolument partout dans les organes de décision européens. Bien sûr les Américains, bien sûr les Allemands, bien sûr les Russes, bien sûr les Chinois, bien sûr les Qataris, mais bien sûr tout le monde. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça très vite. Donc parce qu'on va se faire piquer tous nos avoirs. Et vous avez une bande de prédateurs très voraces tout autour de cette Union européenne, que ce soit les fonds d'investissement, quelle que soit leur origine, qu'ils soient russes, chinois, américains ou autres, qui se disent il y a 33 000 milliards d'épargne à capter. On va les capter. Pour les capter, on va utiliser qui ? Et là, à nouveau, je vous renvoie à Tom Benoît, les dirigeants européens qu'on a mis en place, puisque c'est une création d'inspiration très américaine. Maintenant, toute l'historiographie le démontre, il n'y a plus de doute là-dessus. L'Union européenne est une d'inspiration anglo-saxonne américaine massivement. Et donc, ils ont mis en place des dirigeants qui seront tout à fait capables de trouver des taxes ou des façons de vous tenir pour aller vous pomper votre épargne pour qu'elle reparte vers ceux qui tiennent votre dette. Et qui tient la dette ? C'est comme une bonne question, ça. Monsieur Glucksmann, pouvez-vous répondre à la question ? Qui détient la dette française ? Qui détient la dette française ? Ce n'est pas les Français. À plus de 50%, c'est détenu par des fonds étrangers. Il faut savoir que les détenteurs de la dette française, quand vous allez voir l'agence du Trésor, c'est confidentiel. Et même eux ne le savent pas. Donc il y a une agence qui s'appelle Euroclear, qui supposément sait qui tient la dette française. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vous renvoie à nouveau aux analyses de Géostratégie Magazine. On va découvrir qu'en fait, BlackRock en détient quand même une énorme partie. Que probablement des fonds russes en détiennent beaucoup, des fonds chinois en détiennent énormément, des fonds qataris en détiennent énormément. Ça vous fait plaisir que la France appartienne à tous ces pays-là ? Parce qu'il y a un moment ou un autre où les détenteurs de dette ils vont dire « faut casquer les petits pères, faut passer à la caisse ». Pourquoi est-ce que Fitch, l'agence Fitch n'a pas dégradé la note de la France ? Et ça, Tom Benoît l'avait prévu avant même que Fitch donne sa notation. Tout simplement parce que les agences de notation, ils ne notent pas la capacité de votre économie. Votre économie française, elle n'est pas au top, vous avez beaucoup de... Elle note la capacité de vos avoirs.
comment on se fait rembourser quand on vous a prêté du pognon. Et la capacité surtout, elle est captée. Donc ce qui est vraiment noté par Fitch et par Standard & Poor's, c'est la capacité des dirigeants français à venir vous piquer votre pognon. C'est ça qui est noté par Standard & Poor's, par Fitch et par l'AS. Et là, effectivement, avec l'équipe qui est au pouvoir, là, on a les meilleurs bailleurs de fonds pour les fonds d'investissement internationaux, là, qui sont dans toutes les institutions européennes et françaises. Et c'est vrai dans tous les pays européens. Hein. Donc, c'est pas une spécialité française, malheureusement. Donc, je pense qu'il faut se retourner, il faut se réveiller, il faut sauver le modèle de justice sociale français. Le seul moyen, c'est d'éviter cette Europe fédérale. Ça, pour moi, j'y tiens beaucoup. Ça, moi, le modèle de justice sociale française, c'est le seul qui fait que la France, ça va pas devenir la guerre de tous contre tous. Parce qu'on a cette solidarité, on a ce truc de redistribution. Alors, il faut qu'il soit réaménagé, il faut qu'il soit réadapté. Je suis tout à fait d'accord, il faut lutter activement contre la fraude sociale. Mais activement, qu'il y ait 75 millions de détenteurs de cartes de sécurité sociale, c'est un scandale, alors que c'est solutionné en 1 an. En 1 an, vous mettez en place une technologie biométrique, même pas en 6 mois. Ça va coûter quelques millions d'euros de mettre en place une technologie biométrique sur la carte vitale. Terminé. La fraude sociale à la carte vitale, effacée. Vous avez beaucoup de fraude sociale aussi sur les abus faits par... notamment les actes médicaux, etc., etc. Tout ça, ça peut se... Le millefeuille bureaucratique français, il y a un rapport qui vient d'être publié sur ce que nous coûte le millefeuille bureaucratique français. On est à 8 milliards d'euros par an, je crois, de coûts, où vous avez, en fait, pour la moindre décision, vous avez 15 bureaux différents. Il en faut qu'un. Voilà, ça, c'est facile de l'auditer et de se débarrasser de ça. Donc là, aujourd'hui, dans un hôpital, je crois que la moitié du budget de l'hôpital passe en frais de gestion. C'est chez les fous. Ça devrait être au maximum 15%. On est chez les fous. Ça, c'est grâce à des inventions de génie comme les agences régionales de santé poussées par M. Sarkozy, d'ailleurs. Donc, il faut réformer ça aussi. Ça se fait, ça, de réformer ça. Des décisions politiques fortes le réforment. Il faut évidemment rétablir immédiatement le contrôle à nos frontières. Moi, cette histoire de double frontière prônée par le Rassemblement national, c'est politiquement intelligent. Parce que vous mettez pas les européistes à dos. Dites non, on va quand même garder Schengen. Et vous mettez pas les patriotes à dos non plus, parce que dites non mais non, attendez, on va quand même garder nos frontières. Bon, les deux, ça marche pas. Hein. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut établir les frontières en France, et que ce soit les douaniers français et la police de l'air et des frontières françaises qui contrôlent les frontières en France. Il faut reprendre la main sur l'autorité de l'ensemble du territoire. Il faut sortir nos compatriotes de Mayotte de la situation de guerre civile dans laquelle les mettre justement une immigration complètement incontrôlée, de fous furieux et de criminels qui viennent littéralement piller. Enfin, ils ont plus d'eau courante, ils ont des épidémies de choléra. C'est nos compatriotes. Enfin, c'est un scandale. C'est un scandale. La Nouvelle-Calédonie, la dernière aberration d'avoir fait passer une initiative gouvernementale, donc c'est une idée de renaissance, le dégel, vous savez, du système électoral calédonien, dégel qui devait faire l'objet normalement dans les accords, dans la suite des accords de Nouméa de 87. Cette idée de dégel devait justement faire l'objet de négociations avec les autonomistes indépendantistes, en échange de la fin du dégel, qu'est-ce que vous voulez, etc., etc. Et eux, ils font un dégel sec. Et ils sont hyper surpris que ça explose à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est complètement irresponsable d'avoir fait une chose pareille. La seule explication que je me donne, moi, c'est c'est pas possible qu'ils aient pas que entre l'état de Mayotte, la situation de Mayotte et la situation de Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose de volontaire derrière tout ça. Quelqu'un veut se débarrasser du domaine ultramarin français. Pourquoi ? Parce que la France est encore une puissance. Et tant qu'elle est une puissance, elle peut se passer de l'Union européenne. Donc tant qu'elle est une puissance, elle peut dire la Fédération européenne, c'est pas bien. Elle peut répondre à monsieur Glucksmann, Macron, Hayet et aux tenants du fédéralisme. Je suis désolé, mais moi, le fédéralisme, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être au sein de l'Europe pour me défendre. Je peux me défendre avec des actions bilatérales avec le Brésil, avec l'Angleterre, avec des pays frontaliers. Ma plus grande frontière est avec le Brésil, mais pas avec l'Allemagne. Donc, donc il faut péter la puissance française, comme ça, elle n'aura pas le choix. Elle sera forcée de se mettre dans une Europe pour se protéger. La petite France, toute dépouillée de ses capacités. Donc on est en train de foutre en l'air le domaine ultramarin français pour favoriser le fédéralisme européen. Ça, c'est une intuition que j'ai. J'ai absolument aucun élément pour... Mais moi, je ne vois que ça comme explication. Parce qu'à qui profite le crime ? À part à la fédéralisation européenne, je ne vois pas. Donc, voilà. Alors que la France a encore maintenant les moyens et les leviers de redevenir une puissance et de réavoir des coopérations interétatiques avec des pays européens, mais avec d'autres pays, notamment avec les BRICS,
c'est le chemin que nous, on prône. Voilà, au sein de nous, le peuple. Alors, en revanche, nous, le peuple, n'est pas du tout opposé au Frexit, mais on n'est pas des Frexiteurs hystériques. C'est-à-dire que le truc Frexit, attention, si vous faites un Frexit sec demain matin, pour la France, c'est très, très, très dangereux. Parce que si vous faites un Frexit sec demain matin, vous n'avez pas tué l'Europe. Toute personne qui raconte que si la France quitte l'Europe, l'Europe s'effondre, ou si la France quitte l'euro, l'euro s'effondre, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La banane bleue, c'est ce qu'on appelle la banane bleue, c'est les pays du nord de l'Europe, de la Hollande à la Tchéquie, Slovaquie. Pourquoi ça s'appelle la banane bleue ? Parce que quand vous regardez depuis l'espace, c'est le seul coin de l'Europe qui est tout éclairé jour et nuit. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a toutes les industries. C'est là que se passe toute l'industrie européenne. C'est d'Europe de l'Est, Allemagne, Hollande, donc Pays-Bas et une partie du Nord. Donc ces pays-là vont très bien. Ces pays-là, ça fonctionne. Ils se sont harmonisés grâce à l'Europe, une belle infrastructure industrielle, avec des pays de l'Est comme la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, qui bénéficient de belles infrastructures industrielles payées aux frais du contribuable français via les dons européens les dons structurels européens, qui ne favorisent que l'industrie allemande. C'est merveilleux. Donc vous enlevez la France, ils n'ont pas besoin de vous. On dit, bah, très bien, salut les débiles du Club Med. Parce que pour eux, on est l'Europe du Club Méditerranée. Il faut comprendre le mépris avec lequel l'Europe du Nord regarde la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Donc, ils vont dire au revoir. Et ils vont, là, ça va être à la surmultiplier pour nous casser le dos, les bras, les jambes, etc., comme ils le font avec l'Angleterre, pour montrer un peu comme une organisation mafieuse le ferait. Si vous quittez l'organisation, c'était pas la bonne idée. Vous retrouvez, vous et toute votre famille, coulés dans du béton. Et il y aura évidemment des mesures de représailles extrêmement dures de cette Europe du Nord, donc sans la France, contre la France. Donc vous ne pouvez pas faire un Frexit s'il n'est pas extraordinairement bien négocié avant, et s'il est surtout pas, si vous garantit pas deux choses, soit l'Union européenne s'écroule, donc elle peut plus vous attaquer, soit vous détruisez l'Union européenne en partant, et là aujourd'hui, si vous partez, vous ne détruisez pas l'Union européenne, donc vous faites un ennemi très dangereux, et vous allez vous prendre et l'Union européenne et les États-Unis sur le dos, parce que l'Union européenne, c'est une fabrication américaine avec le relais, l'antenne américaine, l'ambassade américaine de l'Union européenne qui est l'Allemagne. Donc vous allez avoir une très grosse puissance mondiale qui va vous taper dessus. Donc il faut vraiment plus que cette union-là existe, cette organisation-là existe. Il faut proposer une alternative, une construction alternative. Mais pour arriver à proposer une construction alternative, il faut avoir une arme de négociation. Et la bonne arme de négociation, effectivement, c'est le Frexit. Parce que si je vous dis que sortir de l'Union européenne ne détruit pas l'Europe, c'est quand même très chiant pour la construction européenne. C'est pas bon. C'est très mauvais pour la construction européenne. Donc la bonne arme de négociation, c'est d'avoir le Frexit. Donc si vous négociez avec le Frexit, vous négociez avec mieux que si vous négociez sans le Frexit. Si vous dites, oulala, je suis pas content, je vais récupérer le contrôle à mes frontières, vous avez Von der Leyen qui va regarder avec un ricanement, il dit, vas-y, amuse tes amis, essaye. Sinon quoi ? Sinon, tu vas me faire ta petite danse qui m'énerve. Bon, non. Voilà. Mais sinon, je fais un Frexit. Ah, c'est pas la même. Ok, attends. Peut-être qu'on peut parler de... Et si vous êtes sérieux par rapport à ça. Donc, le Frexit doit être dans la boîte à outils des négociations pour récupérer des domaines de souveraineté majeurs au sein de cette Union européenne dont il faut casser la volonté de devenir fédéraliste. Ça, il en est pas question. Et si ça s'oriente vers une union fédérale, alors là, je préfère le Frexit à l'union fédérale, très largement. Parce que l'union fédérale, c'est la mort définitive de la France. Donc là, je préfère prendre le risque d'un Frexit que de me retrouver dans une union fédérale. Et je pense qu'on peut éviter les dommages d'un Frexit sec en négociant, et tout traité se négocie, c'est le principe d'un traité. Je sais qu'on n'arrête pas de dire c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Je suis navré, mais j'appartiens à cette tradition qui dit que justement, impossible n'est pas français. Donc je serais quand même mal placé de défendre autre chose. Et il y a une renégociation qui est possible si vous avez le Frexit dans la main. Le RN et Reconquête ne proposent pas le Frexit. Donc je vois pas comment est-ce qu'ils vont défendre l'Europe des nations qui nous vendent. Je partage beaucoup d'analyses avec leur bilan, mais là, je comprends pas très bien comment on va vers une Europe des nations si on n'a pas le Frexit comme arme pour obtenir cette Europe des nations. Et c'est pour ça que je suis aussi pas complètement d'accord avec d'autres souverainistes comme M. Asselineau et M. Philippot qui, eux, veulent le Frexit tout de suite. Je pense que c'est très dangereux. Je pense que si vous voulez faire un Frexit, il faut que vous ayez des accords extrêmement stratégiques, extrêmement fermes avec des pays comme l'Angleterre. Il faut que vous ayez recréé une union, par exemple, avec les pays de la Méditerranée.
Égypte, Maroc, bon, Algérie, ça paraît compliqué vu les relations qu'on a avec eux, mais pourquoi pas après tout. Une partie de l'Afrique, de l'Ouest avec laquelle on avait de très bonnes relations qu'on peut recréer, parce on a deux autres leviers de puissance on a trois autres leviers de puissance en plus de la francophonie et du territoire maritime. On a évidemment les réserves d'or de la Banque de France, on a le 4e réserve d'or au monde, ce qui fait que normalement on devrait pouvoir retravailler sur une stabilité économique et monétaire un peu plus intelligente que celle qu'on fait. Et on peut proposer par exemple un euro non plus comme monnaie unique, mais comme monnaie de référence ou comme monnaie commune, pour éviter de péter l'euro, parce que péter l'euro, j'ai un gros doute moi là-dessus. Personnellement, j'ai des emprunts en cours, je dois finir de payer 2-3 trucs. Si on pète l'euro et que ma dette d'euros se transforme en francs et qu'elle prend 30% d'un coup et que lui, mon salaire tombe de 30%, ça me fait 60%. Là, je suis en banqueroute, c'est la faillite pour moi. Donc, il va falloir trouver une solution pour éviter ça. Et quand on nous explique que si vous sortez de l'euro, l'industrie française va se réindustrialiser à toute vitesse parce que là, on va pouvoir dévaluer la monnaie, donc ça va réindustrialiser à fond. Je sais pas, est-ce que ça va prendre un peu plus de temps que prévu? Donc, je pense qu'il faut préparer tout ça. Donc, tout ça se prépare. Et si on prépare tout ça, donc s'il y a un Frexit, c'est pas avant 3-4 ans. Donc, il faut préparer ça à la Bonaparte. Il faut préparer ça avec beaucoup de fermeté et de façon très claire, avec des politiques et des hommes compétents. Comme les Anglais l'ont fait quelque part. Ils n'ont rien préparé du tout. Alors les Anglais, ils ont mis 4 ans avant de sortir. Mais non, ils préparaient que dalle. Leur full stop pour les frontières, ils se sont plantés complètement, les Anglais. Ils ont fait un Brexit en demi-teinte. Alors, bon, pour eux, grâce à la chance qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas dans l'euro. Mais vous avez même un Michel Barnier qui a dit « Je refuse de négocier avec eux, je les emmerderai jusqu'au bout pendant les négociations ». Les négociations sont très mal passées. Il y a eu très peu de négociations. L'Angleterre a mal négocié, l'Angleterre a très mal préparé son truc. Et l'Angleterre est un pays ultra-libéral qui est ouvert à tous les vents. Là, si vous sortez de l'Union européenne, un des gros avantages que vous avez, c'est que vous allez sortir immédiatement des marchés, des accords multilatéraux de libre-échange type Mercosur, ou ceux qui ont été mis en place avec la Nouvelle-Zélande, ou ceux qui sont en cours de négociation, type CETA, CITA, etc. Pourquoi ? Parce que pour nos agricultures et pour nos industries, c'est suicidaire, ces accords-là. Quand on voit la colère des agriculteurs, ça, c'est pas très compliqué. La première chose qu'il faut faire, c'est tout de même protéger une concurrence. Alors, la concurrence, très bien, mais cette fameuse concurrence libre et non faussée qu'on nous vend à longueur d'Europe, avec des marchés ouverts à tous les vents, c'est ni libre ni non faussée. Elle est complètement faussée, puisque vous avez des acteurs qui trichent sur leur méthode de production et sur leur coût de production, qui trichent sur leur capacité par rapport à des acteurs français qui, eux, sont soumis à des réglementations et des normes et des contraintes qui sont extrêmement fortes. Donc, qui ont des coûts qui sont bien sûr beaucoup plus élevés. Donc, quand vous faites venir du poulet ukrainien au chlore, de la cerise turque aux pesticides, et que vous vendez ça, qu'est-ce que vous voyez ? Évidemment, les Français qui sont en train de perdre tout leur pognon parce qu'on se paupérise à mort, oui, ils achètent plus de bio parce qu'ils n'ont plus les moyens. Comment ils vont faire pour acheter les produits français si en échange, on leur propose du poulet ukrainien ? Donc, il faut absolument sortir de ces accords type Mercosur, ça, vous ne pouvez le faire que si vous quittez l'Union européenne. Le retour vous quittez l'Union européenne, ou vous renégociez vos propres leviers de décision au sein de l'Union européenne. Par exemple, pour l'immigration, il y a un très bon numéro que je vous recommande de Front Populaire sur l'immigration en Europe, et c'est très bien fait, très bien détaillé. C'est maintenant une compétence strictement européenne. La France peut faire ce qu'elle veut. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur ce qui est de réguler votre immigration. Si vous voulez réguler votre immigration, vous devez vous sortir, non pas de la CEDH. La CEDH, ça ne sert plus à rien de sortir de la CEDH. Elle n'a presque plus aucun pouvoir sur ce sujet-là, parce que le pouvoir a été translaté complètement à la Cour des justices de l'Union européenne. Donc c'est la CJUE qui a tout pouvoir là-dessus maintenant. Donc, vous devez vous sortir de la tutelle de la CJUE sur les domaines de justice, de sécurité et de sécurité intérieure. Et ça se négocie. Sinon, il faut sortir de l'Europe. Oui, ça oui. Donc, à chaque fois, il faut être prêt à utiliser le Frexit. Donc, si vous n'avez pas le Frexit dans votre arsenal de négociation ou de possible, de choix, il ne faut pas avoir peur du Frexit, il faut le préparer. Et dès qu'on dit Frexit, aujourd'hui, évidemment, c'est immédiatement toxique parce que c'est associé, si vous voulez, on associe aussi ça, par exemple, à des figures qui ne sont pas forcément... voilà, bon, on ne peut pas parler sérieusement de Frexit, on passe immédiatement pour un hurluberlu, un illuminé ou un fou. Alors que c'est l'inverse. C'est cette Union européenne fédéraliste qui tient littéralement de la secte, du gourou et du communisme, enfin de la méthode soviétique bellante.
Et c'est assez dommage. Alors moi, mon grand regret, c'est que les Français s'engagent pas en politique, les Français quittent l'arène politique. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, vraiment. C'est le sens de mon engagement. Moi, c'est la raison pour laquelle j'y vais, parce que très honnêtement, les chances qu'on fasse 5% sont quand même pas absolument élevées. Et je risque, moi, je dépends de mon salaire, je n'ai pas de fortune personnelle qui me permette de pouvoir me jeter en politique comme si c'était un hobby sympathique, machin. Donc je risque, comme toute personne en France aujourd'hui qui se lance en politique, je risque de perdre mon taf. Vous vous rendez compte, c'est un scandale. Hein. Vous risquez de perdre votre job quand vous vous lancez en politique en France. C'est quand même un problème là-dessus. Ça aussi, ça devrait être... Donc je peux comprendre que les gens aient peur de se lancer en politique, que les gens aient peur de se... Puis vous risquez surtout l'opprobre. On va dire, souverainiste donc, populiste donc, fasciste donc, poutinoliste. Et vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous n'avez pas envie d'être confronté à ce genre de trucs. Donc vous allez rester sur votre petit compte à soi confortable. J'ai Netflix, j'ai ma connexion Wi-Fi, puis c'est pas tout ça, j'ai mon crédit remboursé. Donc, non, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Moi, je pense qu'il faut prendre des risques. Là, pour le coup, à nouveau, j'appartiens à cette tradition et à cet héritage historique qui ne fonctionne que par la prise de risque. Imaginez bien que et tous les maréchaux, et toute la Grande Armée, et tous les Bonaparte, on n'en fait que prendre des risques. Manifestement, ça leur a plutôt réussi. Donc il faut prendre des risques. Il faut surtout pas avoir peur de prendre des risques et de s'engager en politique. Ouvrez-la. Dites-le, ouvrez votre gueule. Arrêtez d'avoir peur d'être traité de raciste, d'antisémite, de populiste, de souverainiste, ce que vous voulez. Ouvrez-la, d'accord ? Ouvrez-la. Alors ne dites pas radicalement n'importe quoi. L'appel à la haine raciale, c'est évidemment complètement stupide. Et là, c'est puni pour de bonnes raisons. Ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on punisse la peine à tout ce qui est appel à la haine raciale, la liberté d'expression. Vous savez, c'est un sujet qui est un faux sujet. Il n'y a pas de liberté d'expression, et heureusement. L'expression doit être quand même un petit peu contrôlée. Si vous appelez au meurtre, pardon, ça doit pas... non, là, je ne suis pas d'accord avec cette liberté d'expression-là. Il doit y avoir une limite qui est celle de l'appel au meurtre ou l'appel à la haine. Au-delà de ça, on doit pouvoir dire tout ce qu'on veut, merde. Voilà. Donc ouvrez-la, engagez-vous à votre niveau local. C'est la raison pour laquelle moi je m'engage. Moi j'ai tout à perdre dans cet engagement, mais la situation est tellement grave aujourd'hui, avec cette fédéralisation de l'Europe qui est à l'accélérer, qu'il faut s'engager maintenant. Il faut dire stop. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre ? C'est un homme qui dit non. L'esclave, il dit oui. L'homme libre, il peut dire non. Et qu'est-ce que c'est que le souverainisme et qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Là, je vous renvoie à Henri Guénaud. C'est le pouvoir intangible et absolument impossible à enlever à un peuple et à une nation, ce pouvoir de dire non. C'est ça, le souverainisme et la souveraineté. Donc on a le pouvoir de dire non, on dit non. Ça va plus. Alors, vous avez, je crois, survolé à peu près toutes les questions techniques que j'avais préparées sur l'économie, sur l'immigration, sur le fédéralisme. Donc, merci d'y avoir répondu. Maintenant, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est plutôt la distinction qu'on peut faire entre... Déjà, est-ce que vous croyez qu'il y a une civilisation européenne ? Est-ce que vous croyez que, au-delà des intérêts, il y a une certaine fraternité entre par exemple, les peuples effectivement européens? Vous avez parlé beaucoup des accords, par exemple, entre les pays de la Méditerranée du Nord et celle du Sud, j'ai envie de dire, entre la France et l'Afrique. Est-ce que vous ne croyez pas d'abord qu'il y a une civilisation ou peut-être un autre terme, une ère culturelle, si on veut, qui recouvre le vieux continent? Alors, une ère culturelle et une civilisation européenne, oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord, bien sûr, évidemment. C'est historiquement, ethnologiquement, sociologiquement, absolument indiscutable, oui, bien sûr. En revanche, il n'y a pas de peuple européen. Je pense qu'il y a une civilisation européenne, mais je ne crois pas qu'il y ait un peuple européen au sens où il y a un peuple américain. Vous avez un peuple allemand, un peuple italien, un peuple français, un peuple anglais, etc., mais ça ne fait pas un peuple européen. Il y a un peuple allemand et un peuple italien pour vous? Ah oui. Oui, moi je pense qu'il y a une identité italienne qui est réelle, il y a une identité allemande qui, pardon, on l'a pris dans la gueule 3 fois, hein, donc à moins que la rumeur ne vous soit pas parvenue, il y a une identité allemande. Il y a quelques petites preuves. Alors après, il y a des identités régionales, bien sûr, mais ces identités s'organisent justement derrière un projet collectif qui est un projet national. Et la France, c'est évidemment un projet national qui date de 1500 ans. Le projet national français ne date pas de 1789, il date de Clovis. Donc c'est pas 1000 ans, c'est 1005. Clovis, c'est 496, donc c'est 1500 ans de projet national français et de construction de la justice sociale à la française et de
construction du savoir-vivre à la française, et d'une construction du mode de vie à la française, d'une construction des mœurs françaises. Donc il y a une civilisation française. Ça, il n'y a pas de doute. Et qui a évolué, mais qui garde un chemin qui est facilement traçable de Clovis à la Ve République. Hein. Donc il y a un sens de la justice sociale qui est là depuis Saint-Louis sous son arbre, à Napoléon avec son code civil, et au Comité national de la résistance avec la sécurité sociale. Et évidemment avec Napoléon III, qui avait un sens de la justice sociale qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est très français. Il y a un sens de cette forme d'égalité qui vire à l'égalitarisme à cause de la Révolution française, mais qui n'est pas... voilà, oui, c'est très français. Enfin, Donc il y a une ère culturelle européenne, une civilisation française. Mais il y a même une civilisation européenne, si vous voulez. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y en a eu, parce que vous avez eu à plusieurs moments, ça s'est regroupé avec Charlemagne, Charles Quint, Napoléon. Donc il y a évidemment une histoire commune entre les différents pays européens. Les Européens sont tous cousins entre eux. Hein. On s'est tous tellement traversés les uns les autres qu'on est tous cousins entre nous. Je crois que dans le génome français, il y a 3% de génome serbe, 5% de génome allemand, je ne sais plus combien. Bon. C'est un truc qui... Alors maintenant, on ne peut plus l'analyser parce que c'est strict verboten, mais jusqu'en 2016, on pouvait faire ces... On ne peut plus maintenant. C'est pas grave, de toute façon, ça a été fait par des instituts tout à fait type des instituts de recherche parfaitement légaux et parfaitement étatiques. Est-ce que vous avez beaucoup parlé d'Europe des nations? Ouais. Est-ce que vous croyez quelque part à une forme d'international nationaliste? Alors nationaliste, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. C'est une internationale des pays qui se respectent et qui se considèrent comme souverains. Le principe d'un pays souverain, c'est que justement, il peut discuter avec un autre pays souverain. Ça ne sert à rien de discuter avec un autre pays qui n'est pas souverain. Quand vous êtes souverain, vous discutez avec l'autre souverain. La France n'a pas à discuter avec la Californie. La France, elle discute avec les États-Unis. Donc, si d'un seul coup, on devient les États-Unis d'Europe, le Brésil, le truc machin, ne parleront plus avec la France. Ils parleront avec Bruxelles. Moi, je veux pas de ça. Moi, je veux qu'on parle avec la France. Je veux que le président français, les députés français, les sénateurs français, les maires de France, les ministres du gouvernement, quels qu'ils soient, on n'a qu'à assumer nos hommes politiques, c'est nous qui les avons mis en place, hein, donc on est collectivement responsables de cette situation. Je veux que ce soit eux qui prennent les décisions et je veux que ce soit eux qui soient les interlocuteurs des autres pays souverain. Donc l'international des souverainismes, c'est ce qui existe depuis les accords de Westphalie en 1648. Hein. C'est la construction mondiale depuis 1648. C'est des pays souverains qui se parlent entre eux, qui se font la guerre ou qui s'allient ou qui font des échanges ou qui voilà. La grande phrase qui est reprise sans arrêt, qui fait que il faut l'Europe parce que l'Europe c'est la paix, c'est que le nationalisme c'est la guerre. Monsieur François Mitterrand, qui n'a quand même pas beaucoup de leçons à donner quand on fait un petit bilan rétrospectif, Monsieur Mitterrand. Et le nationalisme, c'est la guerre. C'est un mensonge. Il le sait très bien, François Mitterrand, quand il le dit. Le nationalisme, c'est pas la guerre. C'est l'impérialisme qui est la guerre. Et là, ça, c'est moi qui vous le dis. Donc là, je suis quand même plus légitime que Mitterrand à vous dire que l'impérialisme, c'est la guerre, parce que de fait, l'impérialisme, c'est la guerre. Le nationalisme ne l'est pas. Le nationalisme, au contraire, est là pour protéger ses nations et ses intérêts. Le premier intérêt de la nation, c'est de vivre en paix. Donc la première chose qu'il va faire, c'est essayer de maintenir l'intérêt d'un empire, c'est de s'étendre. Donc on s'étend par la guerre. Donc c'est l'intérêt d'un empire. Donc quand vous êtes impérialiste, vous avez nécessairement une volonté de guerre. Alors, tout rapport avec une situation existante ou ayant existé, avec une puissance impériale qui a une petite tendance à dépasser ses frontières pour aller frapper un peu à droite à gauche sur toute la planète, je ne sais pas, ou par exemple un empire plus à l'est qui d'un seul coup commence à venir nous gratter du côté de l'Ukraine, bah oui, parce que l'empire c'est la guerre, pas la nation. Donc le nationalisme n'est pas la guerre, le nationalisme c'est la paix, le nationalisme et l'entente entre les nations, ça peut ne pas marcher, il peut y avoir des sabbats, quand il faut se taper, il se tape. Hein. Je suis désolé, mais c'est la vie, ça. Hein. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours. Comme dit très bien Hubert Védrine, la France et l'Europe, c'est des végétariens dans un monde de carnivores. Donc on est dans le monde de Jurassic Park et on se balade comme si on était un petit lapin. On n'est pas un petit lapin, on est le tyrannosaure. Donc et c'est comme ça. Il faut être un tyrannosaure pour être respecté par les autres tyrannosaures. Et pour protéger les bébés tyrannosaures qui sont les citoyens. C'est comme ça. Et donc voilà, l'Empire russe, par exemple, attaque l'Ukraine. L'Empire américain, il s'est quand même pas gêné pour attaquer partout. Donc oui, l'Empire, c'est la guerre. La nation, ça n'est pas la guerre. Ça n'est pas vrai. Donc l'international des nationalistes,
c'est l'histoire du monde, en fait. C'est en cours, ça existe. Ce qu'il faut, c'est lutter contre les impérialismes. Ça, l'impérialisme, c'est très dangereux. Et quand on veut un empire européen, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne idée. Hein. Les peuples européens, aujourd'hui, sont en paix les uns avec les autres parce qu'on a réussi à faire des coopérations à très bon niveau qui, maintenant, sont en train de déraper vers un fédéralisme que moi je ne souhaite pas, hein, vous avez compris, mais parce qu'on s'est fait la guerre pendant très très longtemps, parce qu'on était des empires en train de se taper dessus. Ça a été l'impérialisme allemand est à l'origine d'énormément de guerres en Europe et de 2 guerres mondiales. C'est l'impérialisme allemand qui est à l'origine de ça. C'est pas le nationalisme, c'est l'impérialisme allemand. Alors le nationalisme allemand, il est inquiétant aussi, hein, mais l'impérialisme allemand, il est carrément dangereux. Ça va être l'impérialisme russe qui va être à l'origine de certaines guerres. Ça va être l'impérialisme de Charles Quint, ça va être l'impérialisme de Charlemagne, ça va être l'impérialisme de Napoléon Bonaparte après 1807, qui va créer des solutions, des situations de guerre en allant emmerder les Espagnols et en allant attaquer la Russie. Et donc ça, c'est des comportements impérialistes. C'est pas des comportements nationalistes. Donc il faut lutter contre les empires et il faut une politique de multi-alignement. Vous vous rendez compte, un prince Murat qui vous dit qu'il faut lutter contre les empires. Parce que quand on l'attaque, l'empire contre-attaque. Et la France est un empire. La France est un empire. On est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. On est un empire, mais chut, il ne faut pas le dire. Et surtout, il faut casser cet empire. Donc, on a plein de gens très, très doués pour ça, qui sont en train de démanteler les territoires ultramarins, qui sont en train de foutre en l'air le CAC 40, qui ont détruit notre industrie, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous désarmer. Mais on est toujours là. On a toujours des crocs, on a toujours des griffes. Donc, moi, je veux qu'on récupère les crocs et les griffes, et je veux que l'empire contre-attaque. Et donc, je veux qu'il soit à nouveau cette capacité de rayonnement et de grandeur au bénéfice du plus grand nombre des concitoyens et des citoyens français, avec un modèle social qui fonctionne, avec la possibilité de vivre dignement, en bonne santé et éduqué tout au long de sa vie, avec ce que les Américains appellent la possibilité de la poursuite du bonheur. Le bonheur, vivez-le comme vous voulez, en respectant celui des autres, mais que vous ayez au moins la possibilité d'accéder à quelque chose qui vous plaît. Bon, bah ça, la France, aujourd'hui, l'offre encore, mais plus pour longtemps. Donc moi, je veux que la France continue à offrir ça, et pour ça, il faut qu'elle soit puissante, il faut qu'elle soit prospère, et je pense que dans une Europe fédérale, elle ne le sera pas, ça, c'est une certitude. Moi, je ne souhaite pas me battre et payer des impôts pour la prospérité d'oligarques allemands, d'oligarques suédois, d'oligarques français, d'oligarques italiens, d'oligarques espagnols, parce que ça profitera à une petite caste, ça profitera certainement pas au plus grand nombre. Pour terminer cet entretien, je voudrais reprendre... il y a eu une chose qui avait beaucoup plu à nos auditeurs la dernière fois que vous étiez venus. C'était vos histoires, votre manière de conter certaines histoires de votre ancêtre ou de Napoléon. Les histoires de gens que Joachim dans le fauteuil rouge. Il y a un peu de ça. Et alors, cette fois-ci, j'avais peut-être pensé, pour vous aiguiller, si vous pouviez parler peut-être à nos auditeurs soit du roi de Rome, soit du fils de Napoléon III, je crois, ou... Ah oui, alors moi j'ai une grande affection pour le prince impérial, le fils de Napoléon III, parce que là on est passé à côté. J'allais faire un parallèle avec Philippe Seguin, mais il n'y a aucun parallèle à faire. Mais parce qu'avec Philippe Seguin, on est passé à côté d'un très grand homme d'État qui aurait fait de très belles choses pour le pays. Avec le prince impérial, on est passé à côté d'un grand souverain qui aurait fait de très belles choses pour le pays. Parce que absolument tout démontre que le prince impérial était un homme, d'abord un jeune homme physiquement extrêmement courageux, à l'écoute de tout, un sens politique très fin, extraordinairement cultivé, et une fibre sociale très marquée. Et moi, c'est mon intime conviction, mais je vais la mettre au conditionnel pour pas m'attirer les foudres de l'ambassade d'Angleterre, mais le prince impérial qui se fait tuer dans une embuscade par les Zululand sous uniforme anglais, ça me paraît quand même... Je pense qu'il a été amené dans un endroit dans des situations où on pense qu'à un moment ou à un autre, il serait fait abattre, et heureusement, il s'est fait abattre. Je pense et un peu comme Napoléon III, l'opération. Alors là, ça, c'est vraiment moi qui... C'est de l'histoire fiction, hein. C'est Napoléon III meurt, vous savez, de la maladie de la pierre, il est opéré. C'est des calculs rénaux gigantesques, hein, c'est d'énormes calculs rénaux. Et il est opéré en Angleterre. L'opération de la maladie de la pierre est une opération qui est tout à fait bénigne, tout à fait habituelle. Il va mourir sur la table d'opération avec les meilleurs médecins anglais, les meilleurs. OK ? D'accord. Donc on perd un empereur qui était en Angleterre, et puis on va perdre son fils, qui est dans l'armée anglaise. Donc quel rôle joue la couronne anglaise dans tout ça, en tous les cas la politique anglaise dans tout ça ?
n'hésitez pas à poser la question aux Romanov, qui sont aussi un petit peu embêtés du fait que Nicolas II, qui devait se réfugier en Angleterre, maintenant, en fait, il n'a pas été le bienvenu. Donc là, voilà. Donc celui-là, il y a une gestion de l'amitié entre souverains de la part des souverains anglais qui est un peu baroque. Faut faire un peu gaffe. Mais néanmoins, il y avait l'amitié franco-anglaise. Et moi, je pense que s'il devait y avoir une alliance entre la France et un autre grand pays, ce serait avec l'Angleterre. Ça peut vous paraître bizarre, mais je pense que c'est celui avec lequel on a le plus de points communs. Et c'est un pays sur lequel, si vous voulez, on se quiche beaucoup, on se met beaucoup de blagues de plus ou moins bon goût, mais on ne se méprise pas. Les Anglais ne méprisent pas les Français et la France ne méprise pas l'Angleterre. Je ne suis pas certain que ce soit vrai du côté d'autres pays plus au nord de l'Europe, avec un accent plus marqué, qui, eux, à mon avis, ont un profond mépris pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Prince Murat, d'avoir répondu à nos questions et d'être revenu sur notre fauteuil rouge pour la seconde fois. Alors attention, si vous dites la seconde, c'est qu'il n'y en aura pas de troisième. La deuxième fois. C'est pour ça que je préfère le deuxième empire. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, voilà, je rappelle donc que vous êtes connu à l'origine pour être le descendant du roi de Naples et maréchal d'Empire, Joachim Murat. Et là, vous êtes actuellement candidat sur la liste des élections européennes de Georges Kuzmanović, Nous, le peuple. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à faire des dons, parce que ça, c'est un sujet, si vous avez 2 minutes, qui me paraît vraiment intéressant. La possibilité parce que je vous disais, engagez-vous en politique, etc., etc., mais c'est vraiment pas facile. Hein. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les petites listes ou les initiatives citoyennes ne marchent pas. Il faut payer près de 600 000 euros pour participer à l'élection européenne. Si vous n'avez pas un oligarque, si vous n'avez pas un parti qui a un trésor de guerre, etc., vous faites comment? Donc nous, on fait appel on a une cagnotte type Litchi sur nous-le-peuple.fr. Ça commence à 2 euros. C'est déduit fiscalement à 66%, parce que notre liste est déposée, notre parti elle est reconnue, donc c'est déduit fiscalement. Vous pouvez donner de 2 à 4 600 euros, mais bon. Et parce qu'il faut payer l'impression de 108 millions de bulletins de vote, qu'il faut envoyer dans 70 000 bureaux de vote à vos frais. Il faut imprimer 52 millions de professions de foi qu'il faut envoyer à vos frais et 150 000 affiches. Vous voyez un peu le tarif. Et en plus, vous devez passer par des boîtes d'impression qui sont plus ou moins fléchées, plus ou moins monopolistiques. Donc, c'est délirant. Donc, quand vous avez une initiative privée là-dessus, vous faites comment, quoi? Comment vous réunissez? Vous n'êtes pas à moins de réunir au moins 300 à 400 000 euros pour pouvoir déjà envoyer les affiches. Nous, on a réuni suffisamment grâce aux dons de la cagnotte Litchi. Je crois qu'il nous manque 5 000 euros pour envoyer des bulletins de vote dans pratiquement tous les bureaux de vote. Et à 5 000 euros près, on n'arrive pas à être dans tous les bureaux de vote. Donc, pour être dans tous les bureaux de vote, je crois qu'il nous manque 5 ou 10 000 euros. Et c'est démentiel. Et on n'a pas imprimé les professions de foi, on n'a pas les moyens. Donc, on n'est pas invité sur les grandes chaînes. Donc, merci Livre Noir, parce qu'on est totalement... Les grands médias, alors là, ils s'en foutent complètement. Ils ne parlent qu'aux 4 ou 5 grands partis ou aux figures un peu rigolotes, un peu fabricant de buzz. Donc oui, voilà. N'hésitez pas à faire des dons à nous le peuple. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.